Voici ta chasseuse de célébrités mariées. Le brouillard arrivait de l'Atlantique, comme toujours à Millfield, dans le Maine. Assez épais pour cacher des choses, assez fin pour en laisser échapper. J'étais dans mon garage, une clé à molette à la main, à observer la vieille Honda Civic de Madame Patterson laisser couler de l'huile sur le sol. La même voiture que je réparais pour elle depuis 3 ans sans interruption. La même fuite. La même excuse qu'elle était fauchée. Ethan? Tu m'écoutes? La voix de Paul perça mes pensées. Mon meilleur ami était appuyé contre l'établi, une bière à la main, alors qu'il était à peine midi. Ouais, dis-je. J'essuyais mes mains sur le chiffon qui pendait à ma ceinture. Ta femme est rentrée en ville? Ouais. Tant mieux pour elle. Paul haussa un sourcil. Il était barman chez Murphy depuis 15 ans. Il pouvait lire dans les gens comme un ivrogne lit le menu de la dernière tournée. C'est tout? Aucune réaction grandiose au retour de Lana de son voyage à Miami? J'haussai les épaules. La vérité, c'est que j'avais passé les 4 derniers jours à essayer de ne pas penser à où Lana était allée ni à ce qu'elle avait fait. Voyage entre filles, qu'elle disait. Elle et Megan, sa meilleure amie depuis la fac, qui profitait de la vie à South Beach pendant que je faisais tourner le garage et que j'essayais de ne pas me demander pourquoi elle avait bloqué mon numéro. Elle a dit qu'elle appellerait quand elle aurait atterri, dis-je, en me retournant vers la Honda. Toujours rien entendu. C'était un mensonge. J'avais entendu beaucoup de choses. Mais pas de Lana. Tu vois, le truc amusant quand tu bloques le numéro de téléphone de quelqu'un, c'est que ça ne bloque pas tout. Surtout quand tu partages un iPad et que ta femme oublie de se déconnecter de son compte iCloud. Surtout quand elle oublie que les photos se synchronisent automatiquement entre les appareils. J'en avais assez vu du voyage de Lana à Miami pour savoir que ce n'était pas juste elle et Megan qui se bourraient la gueule au mojito et qui se plaignaient de leur mari. Il y avait une 3e personne sur ces photos. Un homme, bronzé, qui aimait enlever son t-shirt et poser comme s'il auditionnait pour une pub de parfum. Le type s'appelait Josh Dalton, d'après les identifications sur les photos de Lana. JD, comme elle l'appelait dans ses messages. Il travaillait dans sa start-up de technologie, une espèce de cadre des ventes qui conduisait une BMW rouge et qui pensait que porter des lunettes de soleil à l'intérieur le rendait mystérieux. J'avais aussi entendu les messages vocaux que Lana avait envoyés à Megan pendant leur dernière nuit à Miami. Des messages de pocharde, des rires, des détails sur comment JD était tellement meilleur qu'Ethan au lit, comment elle vivait enfin sa meilleure vie, et comment Ethan ne saurait jamais rien parce qu'il était trop con pour piger quoi que ce soit. Cette dernière partie m'a un peu piqué. Pas parce que ça me blessait. J'ai fait le deuil des sentiments blessés le jour où j'ai compris que ma femme pensait que les mécanos étaient trop cons pour comprendre la technologie. Ça m'a piqué parce que c'était une connerie monumentale de sa part. Ne sous-estime jamais le type qui répare ta voiture, Lana. On remarque tout ce qui est cassé. La terre appelle Ethan. Paul claqua des doigts. Tu refais ce truc. Quel truc? Ce truc où tu fixes le vide et où j'entends presque les rouages tourner dans ta tête. En général, ça veut dire que quelqu'un va passer une très mauvaise journée. Je souris. Paul me connaissait trop bien. On avait grandi ensemble à Millfield, on avait fait les 400 coups ensemble, on avait appris à picoler ensemble chez Murphy quand on était à peine en âge de conduire. Il m'avait vu régler pas mal de problèmes au fil des ans, mécaniques ou autres. Je pensais juste aux courroies de distribution, dis-je. Bien sûr que oui. Paul finit sa bière et jeta la bouteille dans le bac de recyclage. Écoute, faut que je retourne au bar. Le service du midi commence à se remplir, mais si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Après le départ de Paul, je suis allé à l'établi et j'ai pris mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun SMS, juste une notification de l'application localisée mes amis que j'avais installée sur notre iPad partagé il y a des mois. À l'époque où Lana a commencé à travailler tard et où je voulais m'assurer qu'elle était en sécurité. Selon l'application, Lana était actuellement à l'aéroport Logan de Boston. Son vol avait atterri il y a 20 minutes. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à son numéro. Toujours bloqué. C'était pas grave. J'avais d'autres moyens de la contacter. J'ai ouvert l'application message et j'ai commencé à taper un SMS à Megan. Salut, c'est Ethan, j'utilise la vieille tablette de Lana. Tu peux lui dire que je suis en retard pour venir la chercher? Problème de voiture. Je devrais être là dans 1 heure. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. 3 minutes plus tard,
Megan a répondu. Pas de problème. Elle récupère ses bagages. À bientôt. Parfait. Ça me laissait 1 heure pour me préparer. J'ai fermé le garage et j'ai traversé la rue jusqu'au bar de Murphy. Paul était derrière le comptoir en train de polir des verres et de discuter avec Joe Hanley, un des pêcheurs du coin, qui sentait toujours l'appât et les mauvaises décisions. Déjà de retour, demanda Paul. Besoin d'un service. Je me suis glissé sur un tabouret de bar. Tu peux m'emmener à Boston? À l'aéroport Logan? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton pick-up? Rien. Je veux juste arriver avec style. Paul étudia mon visage pendant un long moment, puis il sourit. Ça promet d'être intéressant. Je vais chercher mes clés. Le trajet jusqu'à Boston a duré 45 minutes. La Chevy Silverado de Paul n'était pas une beauté, mais elle roulait nickel et avait un bon système audio. On a écouté du rock classique et on n'a pas beaucoup parlé. Paul savait que j'étais en train de digérer quelque chose, et il savait qu'il valait mieux ne pas insister. L'aéroport de Logan, c'était le bordel, comme d'habitude. Des voitures partout, des gens qui trimballaient des valises, des chauffeurs de taxi qui s'engueulaient dans 3 langues différentes. J'ai demandé à Paul de me déposer au dépose minute et je lui ai dit que je rentrerais avec Lana. T'es sûr de ça? Qu'il a demandé. Absolument. J'ai trouvé Lana à la récupération des bagages, debout près du carrousel, dans une robe d'été blanche qui mettait en valeur son bronzage. Elle était bien. Faut reconnaître. 4 jours à Miami avaient fait des merveilles pour son teint, même si ça n'avait pas sauvé son mariage. Elle était en train de vérifier son téléphone quand je suis arrivé derrière elle. Tu cherches quelqu'un? Elle s'est retournée d'un coup, surprise. Ethan. Tu m'as fait peur. Je pensais que t'allais être en retard, alors j'ai changé d'avis et j'ai décidé de te faire une surprise. Lana a souri, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être? Ou juste les boules que son téléphone soit toujours bloqué et qu'elle ne puisse pas vérifier ses messages. C'est gentil. Tu m'as manqué. Toi aussi? J'ai attrapé sa valise quand elle est arrivée sur le carrousel. Comment était le voyage? Génial. Miami, c'est incroyable. Faut que tu vois les plages, Ethan. Tellement mieux que le Maine, je parie. Tu as rencontré des gens intéressants? Encore un vacillement. Juste les touristes habituels. Tu connais la chanson. J'ai acquiescé et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Lana s'est dépêchée de suivre, ses talons claquant sur le sol poli. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais parti? Qu'elle a demandé. Le train-train. J'ai réparé des voitures, j'ai traîné avec Paul. Je me suis replongé dans la lecture. La lecture? Depuis quand tu lis? Depuis que je me suis intéressé au stockage en nuages et à la synchronisation des données. C'est fascinant, en fait. Tu savais que quand tu prends des photos sur ton téléphone, elles se téléchargent automatiquement sur tous les appareils connectés à ton identifiant Apple. Lana s'est arrêtée de marcher. Quoi? Je me suis retourné et j'ai souri. La technologie, Lana. C'est partout, maintenant. Même nous, les mécanos ringards, on doit se tenir au courant. Son visage a pâli sous son bronzage de Miami. Ethan, je peux t'expliquer. Pas besoin. J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. JD. A l'air sympa le mec. Très photogénique. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait nier. Inventer une histoire sur le fait qu'elle l'avait rencontré au bar de l'hôtel, ou prétendre que c'était juste un ami. Ou essayer de me faire croire que j'avais mal interprété ce que j'avais vu. Au lieu de ça, elle est passée à l'attaque. Tu m'as espionné. J'en ai pas eu besoin. Tu as tout laissé ouvert. Photos, messages, données de localisation. C'était comme lire le journal du matin. C'était privé. Pas quand tu les synchronises avec nos appareils partagés, non. On était debout au milieu de l'aéroport de Logan en train d'avoir cette conversation, et les gens commençaient à nous regarder. Lana l'a remarqué aussi. Elle a attrapé mon bras et m'a tiré vers un coin plus tranquille, près des toilettes. Écoute, a-t-elle dit, en baissant la voix. C'est arrivé, c'est tout, d'accord? JD et moi, on travaille ensemble, et il y a cette attirance depuis des mois. Et quand Megan a suggéré Miami, tu as décidé de passer à l'action. Ça ne veut rien dire,
Ethan. C'était juste physique. J'ai failli rire. Après 12 ans de mariage, c'était le mieux qu'elle pouvait trouver? C'était juste physique. Voilà le truc, Lana, j'ai dit. Je me fous pas mal du côté physique. Les corps, c'est juste des corps. Ce qui me dérange, c'est le mensonge, le fait de bloquer mon numéro, l'attitude t'as pas besoin de savoir ce qui se passe pendant un voyage entre filles. J'essayais de te protéger. De quoi? De la vérité. De ne pas être blessé. Là, j'ai vraiment ri. Trop tard pour ça. L'expression de Lana a changé. La colère défensive s'est estompée, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, j'ai dit. Pour l'instant. Je suis parti, la laissant debout près des toilettes avec sa valise et sa culpabilité. J'aurais pu faire une scène là, dans l'aéroport. J'aurais pu crier son adultère, l'humilier devant des inconnus, peut-être même appeler JD et lui dire exactement ce que je pensais des hommes qui couchent avec les femmes des autres. Mais ça aurait été émotionnel, compliqué. Peu satisfaisant. J'avais des plans plus ambitieux. Le trajet en taxi jusqu'à Millfield m'a donné le temps de réfléchir. 45 minutes de route côtière et de petite ville, à regarder le paysage passer de l'étalement urbain aux forêts de pins en passant par le littoral rocheux. C'était mon territoire, mon chez-moi. Lana avait peut-être l'avantage à Miami, mais ici, dans le Maine, je connaissais chaque route, chaque personne, chaque secret. Au moment où on s'est garé devant ma maison, j'avais les prémices d'un plan. Notre maison était située sur Elm Street, une rue bordée d'arbres à 3 pâtés de maisons du centre-ville de Millfield. C'était une maison de l'époque victorienne peinte en jaune avec des bordures blanches, avec une véranda enveloppante et une vue sur le port. Nous l'avions achetée il y a 5 ans, à l'époque où Lana faisait encore semblant d'aimer la vie dans une petite ville, et où je croyais encore qu'elle était sincère quand elle disait qu'elle m'aimait. J'ai payé le chauffeur de taxi et monté les marches. La clé a coincé dans la serrure. Comme toujours quand il faisait humide, mais elle a fini par tourner. La maison paraissait vide et froide. Lana ne serait pas rentrée avant 1 heure, peut-être plus si elle décidait de s'arrêter quelque part pour cogiter à la suite des événements. Je suis monté dans notre chambre et j'ai ouvert son ordinateur portable. Elle l'avait laissé ouvert, probablement par accident, ou peut-être qu'elle était tellement habituée à avoir de l'intimité qu'elle avait oublié d'effacer ses traces. Sa boîte mail était pleine de messages de JD. Romantique, explicite et complètement accablant. J'ai fait défiler des semaines de correspondance, en voyant leur relation évoluer de plaisanterie de bureau à une véritable liaison émotionnelle, puis à une consommation physique à Miami. Ce type était un idiot. Il avait tout écrit, sauvegardé toutes les photos, documenté chaque étape de leur relation. Comme s'il tenait un journal intime. Il y avait des détails sur leur déjeuner, leur verre après le travail, leur session de SMS le week-end pendant que je bossais au garage. Il lui avait même envoyé des liens vers des appartements à Portland, suggérant qu'elle pourrait vouloir quitter Millfield et se rapprocher de la ville. Se rapprocher de lui. J'ai fait des captures d'écran des messages les plus compromettants et je me les suis envoyés par mail. Puis j'ai effacé l'historique du navigateur et j'ai fermé l'ordinateur portable. Preuve recueillie. Plan en cours d'élaboration. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lana, je rentre en taxi. Besoin de temps pour réfléchir, ai-je répondu. Prends tout le temps qu'il te faut. Pendant que j'attendais, j'ai appelé Paul. Comment ça s'est passé à l'aéroport, a-t-il demandé. Éducatif. Écoute, j'ai besoin d'un autre service. Tu connais toujours ces gamins qui traînent autour du quai? Ceux qui sont toujours à la recherche de fric facile. Ouais. Billy Thompson et sa bande. Pourquoi? J'aurais peut-être du boulot pour eux. Rien d'illégal, juste quelques petites brimades. Des farces, surtout. Paul s'est tu un instant. C'est à cause de Lana, c'est ça? Peut-être. Ethan, je te connais depuis qu'on est gosse. Quand tu prends ce ton dans la voix, les gens finissent par regretter leur choix de vie. Seulement les gens qui font des choix stupides, lui ai-je dit. Qu'est-ce que tu as besoin? Paul a écouté, sans m'interrompre une seule fois. Il a juste grogné de temps en temps, ou m'a demandé d'expliquer quelque chose. Quand j'ai eu fini, il riait. C'est soit génial, soit complètement dingue, a-t-il dit. Ça ne peut pas être les deux, ai-je demandé. On commence quand? Demain.
Ce soir, je joue le mari éploré. Laissons Lana croire qu'elle a le contrôle. Et après? Après, on verra bien si JDM comprenne des photos de lui. Lana est rentrée vers 8 heures, l'air épuisé. Elle m'a trouvé dans la cuisine, en train de réchauffer des restes de pizza et de boire une bière. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Vraiment? Ethan, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je me suis retourné et me suis appuyé contre le comptoir. À quel point ça doit être difficile? Je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Mais on peut surmonter ça. On peut? Les gens font des erreurs. Les mariages survivent aux liaisons tout le temps. C'était ça, une erreur? Lana a hésité. Oui. Marrant. D'après les mails que j'ai lus, ça semblait plutôt délibéré. Des semaines de planification, des réservations d'hôtels, des discussions détaillées sur votre avenir ensemble. Son visage est devenu rouge. Tu as allumé mais? Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert. J'étais curieux de connaître ton voyage. Ces mails sont privés. Notre mariage aussi. Ça ne t'a pas empêché d'y inviter JD. Nous nous sommes regardés dans la cuisine. Je pouvais la voir réfléchir, essayer de comprendre ce que je savais et quels dégâts elle pouvait contrôler. C'était le même regard qu'elle avait quand elle planchait sur un problème au bureau. Méthodique et stratégique. Qu'est-ce que tu attends de moi, a-t-elle fini par demander. Honnêtement? Rien. Je veux que tu montes, que tu fasses tes affaires et que tu partes. C'est ma maison aussi. En fait, non. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom seulement. Je l'ai acheté avec l'argent de l'assurance vie de mon père. Tu te souviens? Tu avais dit que tu ne voulais pas de cette responsabilité financière? Autre calcul, autre éclair de panique. Tu ne peux pas me jeter dehors. Regarde-moi faire. Je l'ai dépassé et me suis dirigé vers l'escalier. Tu as jusqu'à demain matin. Après ça, je change les serrures. Je l'ai laissé planter dans la cuisine et je suis monté dans notre chambre. De la fenêtre, je pouvais voir le port, l'eau sombre reflétant les lumières des bateaux. Quelque part là-bas, dans le brouillard, des pêcheurs posaient leurs casiers et vérifiaient leurs lignes, faisant un travail honnête pour un salaire honnête. Demain, je commencerai ma propre pêche. Lana n'est pas partie cette nuit-là. Je l'ai entendue se déplacer en bas, en train de passer des coups de fil. Probablement en train de parler à Megan ou à sa mère, ou peut-être même à JD. Je m'en fichais. Qu'elle établisse sa stratégie. Qu'elle fasse des plans. J'avais des plans aussi. Je me suis réveillé avant l'aube, j'ai pris une douche et je suis allé au garage. Millfield était paisible à 6 heures du matin, juste le passage occasionnel d'un pick-up en direction des docks et l'odeur du café qui flottait depuis le Rosie's dîner. J'ai ouvert le garage et je me suis attelé à la Honda de Madame Patterson, essayant de me vider la tête avant que la journée ne commence officiellement. Paul est arrivé vers 7 heures avec du café et des donuts. Bien dormi, qu'il a demandé. Comme un bébé. Un bébé avec des problèmes de confiance et un accès à des outils électriques. En parlant de ça, j'ai discuté avec Billy Thompson. Lui et ses potes sont très intéressés par ta proposition, surtout la partie sur l'argent facile et le risque minimal. Parfait. La phase 1 commence aujourd'hui. C'est quoi, la phase 1? J'ai essuyé mes mains et j'ai attrapé le café. Humiliation publique. JD conduit une BMW rouge, c'est ça? Il travaille chez TechFlow Solutions sur Commercial Street. Se gare sur le parking derrière le bâtiment. Toujours la même place. Comment tu sais tout ça, toi? J'ai fait des recherches. C'est fou ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux quand les gens ne se soucient pas des paramètres de confidentialité. Paul a souri. Ça va être marrant. Vers 10 heures du matin, la BMW de JD était décorée avec une douzaine de rouleaux de film plastique, 3 bombes de serpentin et une grande pancarte qui disait « J'aime les femmes mariées » scotchée sur le pare-brise. Billy Thompson et son équipe ont fait de l'excellent travail, et ils ont tout documenté avec leur téléphone. À l'heure du déjeuner, les photos étaient partout sur les réseaux sociaux. TechFlow Solutions avait un personnel assez important, et la plupart d'entre eux se suivaient sur Instagram et Facebook. Les images se sont répandues rapidement, accompagnées de spéculations sur ce que JD avait bien pu faire pour mériter un tel traitement.
J'étais en train de réparer une transmission quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Ici Josh. Faut qu'on parle. J'ai montré le message à Paul, qui m'aidait à me battre avec un ensemble d'engrenages particulièrement récalcitrants. Il a trouvé ton numéro, a dit Paul. Apparemment. Je devrais répondre? Absolument. Mais pas tout de suite. On le laisse mariner un peu. J'ai attendu 2 heures avant de répondre par texto. Murphy S/18h vient seul. Sa réponse a été immédiate. J'y serai. Le Murphy S Bar était situé sur Main Street, coincé entre une librairie d'occasion et une boutique qui vendait de la décoration d'intérieur sur le thème nautique aux touristes. C'était une institution locale, le genre d'endroit où les pêcheurs buvaient de la bière après de longues journées en mer et où les mécaniciens se détendaient après s'être battus avec des moteurs cassés. Les murs étaient couverts de vieilles photos de Millfield, à l'époque où c'était un village de pêcheurs actifs au lieu d'une ville côtière pittoresque qui attirait les estivants de Boston. JD est arrivé à 6h pile, l'air nerveux et trop bien habillé dans son pantalon kaki et son polo. J'étais assis au bar, sirotant une bière et discutant des Red Sox avec Paul. Plusieurs habitués étaient là aussi. Joe Hanley, Mike Santos de la Marina, quelques gars de l'équipe de construction qui travaillaient sur le nouvel hôtel. Que des bonnes personnes, tous des amis. Tous curieux de voir l'étranger aux vêtements chers. JD m'a repéré et s'est approché, essayant d'avoir l'air confiant. Il était plus jeune que ce que j'avais imaginé, peut-être fin de la vingtaine, avec le genre de physique sculpté en salle qui rend bien sur les photos, mais qui ne tiendrait probablement pas le coup dans une vraie bagarre. Ethan. Il a tendu la main. Josh Dalton. Je ne l'ai pas serré. Je sais qui tu es. Il a baissé la main et a jeté un coup d'œil autour du bar. Le bavardage s'était éteint, et je sentais que tout le monde écoutait, essayant de ne pas le faire trop remarquer. On peut parler ailleurs, en privé? Ici, c'est assez privé. Qu'est-ce qui se passe, JD? Sa mâchoire s'est crispée. Écoute, je sais que t'es en rogne, et je comprends. Mais saccager ma voiture, ça ne va rien arranger. Saccager? C'est un peu fort. Je dirais plutôt service à la communauté. Art public. Quelques habitués ont gloussé. Le visage de JD est devenu rouge. C'est entre toi et moi, a-t-il dit. Laisse mes affaires en dehors de ça. Intéressante perspective. Et mes affaires? Tes affaires? Ma femme. Tu te souviens d'elle? Lana. 1m60 à peu près, les cheveux blonds, mariée avec moi depuis 12 ans. Le bar était silencieux comme une tombe. Même Paul avait arrêté de faire semblant de laver des verres. C'est différent, a dit JD. Comment? Elle n'est pas ta propriété. C'est une personne. Elle fait ses propres choix. Tu as raison. C'est une personne. Une personne qui a choisi de mentir à son mari, de le tromper en douce et de bloquer son numéro pour pouvoir passer 4 jours à Miami avec son collègue. JD a de nouveau jeté un coup d'œil autour de lui, visiblement mal à l'aise devant ce public. On peut s'il te plaît parler de ça ailleurs. Pourquoi? T'as peur que les gens découvrent quel genre de type t'es? Je n'ai peur de rien. Vraiment? Alors ça ne te dérangera pas si je partage quelques-unes de ces photos de ton voyage. Celles que Lana a envoyées à Megan. Très artistique. T'as l'œil pour la lumière. Son visage est devenu blanc. Tu ne ferais pas ça. Ah bon? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos jusqu'à ce que je trouve les captures d'écran que j'avais prises des messages de Lana. Les yeux de JD se sont écarquillés en reconnaissant les images. Elles sont privées, a-t-il murmuré. Étaient privées. Ce sont des preuves. Preuves de quoi? Ça dépend. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'elles restent privées? JD me fixa longuement. Je le voyais réfléchir, calculer, essayer de comprendre ce que je voulais. Autour de nous, le bar était silencieux. Même le jukebox s'était tu. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il enfin. Simple. Arrête de voir ma femme. Ce n'est pas si facile. Pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine, une colère froide qui se déposa dans mes os et se répandit dans mon sang. C'est elle qui t'a dit ça? Oui. Et tu l'as cru? Bien sûr. J'ai ri.
Vraiment rit, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent. JD, laisse-moi te dire un truc sur Lana. Elle a dit à 3 mecs différents qu'elle les aimait ces 5 dernières années. Je le sais parce que j'ai lu ses messages. Il y avait son coach sportif, son patron d'avant toi, et un type qu'elle a rencontré à une conférence à Portland. Tu n'es pas spécial. Tu es juste pratique. Sa confiance s'effrita un peu. Tu mens. Vraiment? Demande-lui pour David Kim de la conférence de Portland. Ou mieux encore, demande-lui pour les messages qu'elle a envoyés à Megan la semaine dernière où elle se plaignait de voir à quel point tu es devenu collant. JD ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Voilà ce qui va se passer, continuai-je. Tu vas rester loin de ma femme. Tu vas arrêter de lui envoyer des textos, de l'appeler, de lui envoyer des emails. Si tu la vois au travail, tu seras poli mais distant. Professionnel. Et si je ne le fais pas? J'ai levé mon téléphone. Alors tout le monde à Millfield pourra voir à quoi tu ressembles sans vêtements. Et crois-moi, l'éclairage dans ces photos de chambre d'hôtel n'est pas flatteur. JD me fixa longuement. Puis il se retourna et quitta le bar sans un mot de plus. Le silence dura une dizaine de secondes avant que les conversations ne reprennent. Paul fit glisser une autre bière sur le bar. Ça s'est bien passé, dit-il. Phase 1 terminée. C'est quoi, la phase 2? Je souris. Ça dépend de ce que Lana va faire ensuite. Ce que Lana fit ensuite était prévisible. Elle m'appela vers 10 heures ce soir-là, furieuse et sur la défensive. JD m'a raconté ce qui s'est passé au bar, dit-elle, sans bonjour ni rien. Il t'a dit qu'il a essayé de me serrer la main? Très civilisé. Tu ne peux pas le menacer, Ethan. C'est du harcèlement. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement expliqué les conséquences de certaines actions. Ces photos sont privées. Notre mariage aussi. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Je veux rentrer à la maison. Les serrures ont été changées. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Ça a pris une vingtaine de minutes. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on n'est pas occupé à avoir des aventures. Ethan, s'il te plaît. On peut surmonter ça. J'ai fait une erreur. Mais c'est fini maintenant. Vraiment? Parce que, selon JD, tu l'aimes. Ça ne sonne pas très fini pour moi. Autre silence. Il t'a dit ça? Il avait l'air d'en être sûr. Il a dit que tu l'avais choisi à ma place. Ce n'est pas. C'est compliqué. Non, Lana, c'est simple. Tu as trompé, tu as menti, tu t'es fait prendre. Maintenant, tu essaies de gérer les conséquences. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Qu'elle se débrouille. Elle avait des amis, de la famille, des collègues. Elle avait JD, qui était censé l'aimer suffisamment pour risquer sa carrière et sa réputation. Qu'il l'aide maintenant. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je n'avais dormi depuis des mois. Pas de soubresaut. Pas à rester éveillé à me demander pourquoi ma femme était distante ces derniers temps. Pas ce sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. Tout allait mal. Mais au moins, maintenant, je savais à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin apporta la pluie et le premier véritable défi à mon plan. J'ouvrais le garage quand Megan se gara dans sa Subaru blanche, le moteur cognant comme un outil mécanique. Ethan. Elle sortit de la voiture, l'air hagard et désespéré. Dieu merci, tu es là. Ma voiture a commencé à faire ce bruit sur l'autoroute et je ne sais pas quoi faire. Megan Walsh était la meilleure amie de Lana, une coordinatrice marketing dans un magasin de meubles qui vivait dans un condo près de la marina. Elle était jolie de manière évidente, des mèches blondes, des vêtements chers, toujours parfaitement maquillée, même à 8 heures du matin. C'était aussi elle qui avait suggéré le voyage à Miami, qui avait aidé Lana à planifier son aventure, qui l'avait couverte avec des mensonges et des excuses. Ouvre le capot, dis-je. Le moteur était un désastre. Joint de culasses soufflées, d'urite craquelé, de l'huile qui fuyait d'à peu près 3 endroits différents. Il faudrait une semaine pour le réparer correctement et cela coûterait plus que la valeur de la voiture. C'est grave, demanda Megan. Grave. Cher. Son visage ça fait ça. Je l'ai juste fait inspecter le mois dernier. Ils ont dit que tout allait bien.
Qui l'a inspecté? Quick Lube sur la route 1. J'ai acquiescé. Quick Lube était connu pour tamponner les inspections sans vraiment rien vérifier. La moitié des voitures sur lesquelles je travaillais avaient passé leurs inspections avec des problèmes qui auraient dû les faire échouer tout de suite. Je peux réparer ça, dis-je. Mais ça prendra du temps et de l'argent. Sûrement plus que tu n'es prête à dépenser. J'ai besoin de ma voiture, Ethan. Je ne peux pas aller bosser sans. Il y a un bus qui part du centre-ville et va jusqu'au centre commercial. Il s'arrête juste devant chez Murphy à 7h30. Le bus? Sérieusement? Je haussai les épaules. C'est toi qui vois. Réparer la voiture ou prendre le bus. Megan se mordillait la lèvre, faisant ses calculs. Je voyais bien qu'elle pesait son budget, sa fierté, ce qu'elle pouvait faire. Ça coûte combien, la réparation? 2000 balles. Peut-être plus. Putain. Je n'ai pas cette somme. Alors, je suppose que tu prendras le bus. Elle me fixa pendant un bon moment. C'est à cause de Lana, c'est ça? Quoi, à cause de Lana? Tu fais le con parce que tu lui en veux. Je posai ma clé à molette et la regardai droit dans les yeux. Megan, je fais le mécano parce que ta voiture est en panne. Si tu veux que je la répare, je la répare. Si tu veux l'emmener ailleurs, c'est ton droit. Mais ne m'accuse pas de mélanger les affaires et les sentiments. Tu sais que j'ai participé à l'organisation de son voyage à Miami. Je sais beaucoup de choses. Lana avait besoin de s'évader. Ça fait des années qu'elle est malheureuse, Ethan. T'as juste rien vu. Ou peut-être qu'elle ment depuis des années et que j'ai enfin pigé le truc. Le visage de Megan se ferma. Tu ne la mérites pas. Apparemment non. JD la mérite. De l'avis de tous les intéressés. JD la traite comme une reine. C'est comme ça qu'on appelle coucher avec la femme d'un autre? Traitement royal? Il l'aime. Je ris. C'est marrant. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous avez répété cette phrase où ça vient naturellement? Megan se retourna et remonta dans sa voiture. Le moteur cognait et crachotait au démarrage, mais il tournait, à peine. Je l'emmène à Portland, dit-elle à travers la vitre baissée. Là-bas, quelqu'un la réparera sans être un connard. Bonne chance avec ça. Elle s'éloigna en voiture, traînant une fumée bleue et une colère justifiée. Je la regardai partir, puis sortis mon téléphone et envoyai un SMS à Billy Thompson. Phase 2 enclenchée. N'oublie pas ce dont on a parlé, répondit-il aussitôt. Je m'en occupe. Megan fit environ 3 kilomètres avant que sa voiture ne lâche définitivement. Billy et ses potes passaient justement par là quand c'est arrivé, et ils ont eu la gentillesse de lui proposer de la ramener en ville. Ils ont aussi eu la gentillesse de filmer toute la scène avec leur téléphone, y compris le vocabulaire de Megan qui devenait de plus en plus fleuri au fur et à mesure qu'elle comprenait que sa voiture ne redémarrait pas. À l'heure du déjeuner, la vidéo était partout sur les réseaux sociaux. Megan Walsh, la meilleure amie de Lana Roark, bloquée sur la route 1 sous la pluie, jurant comme un charretier pendant que des ados se marraient en arrière-plan. C'était pas grand-chose, mais c'était un début. Le vrai amusement commença cet après-midi quand JD décida de prendre les choses en main. J'étais en train de faire un changement de frein quand j'ai entendu des pneus crisser sur le parking. Par la fenêtre, j'ai vu la BMW rouge de JD déraper et s'arrêter net à côté de mon pick-up. Il sortit en trombe, l'air furieux et prêt à en découdre. Paul était avec moi, il m'aidait avec les plaquettes de frein. Ça va être intéressant, dit-il. JD fit irruption dans le garage comme s'il menait un raid. Il faut qu'on parle. Maintenant. Je travaille. Prends rendez-vous. Je ne prends pas de rendez-vous. T'as dépassé les bornes, Ethan. Je levai les yeux du disque de frein que j'étais en train de nettoyer. Quelle borne? La voiture de Megan? Tu l'as sabotée? Je l'ai diagnostiquée. C'est pas pareil. Il commençait à me gonfler. Elle roulait très bien hier, cette voiture. Hier, il y avait de l'huile dans le moteur. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Drôle de coïncidence. JD s'approcha, suffisamment près pour que je sente son eau de Cologne. Du parfum de luxe. Ça coûtait sûrement plus cher que ce que la plupart des gens à Millfield gagnaient en une journée. Tu te crois malin, hein? À jouer avec les gens, à essayer de les humilier.
Je me crois mécanicien. Je répare des voitures et je me mêle de mes affaires. Tes affaires, c'est démerder ma copine et ses amis? Je posai le disque et me redressai. JD était plus grand que moi, mais pas de beaucoup, et il n'avait visiblement jamais bossé de ses mains. Ses paumes étaient douces, ses ongles propres. Des muscles de salle de sport et une condition physique de bureau. Copine, dis-je. Drôle de choix de mots. Comment tu l'appellerais, toi? Ma femme. Plus pour longtemps. On verra bien. On se fixa pendant une seconde. Derrière moi, j'entendais Paul qui bougeait, prêt à intervenir si ça tournait mal. Lana va demander le divorce, dit JD. Elle en a marre de toi. Marre de cette putain de petite ville. Marre de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et après? Elle déménage à Portland, prend un appart près de ton bureau, joue à la poupée avec un mec qui pourrait être son petit frère? Elle-même. Encore cette phrase. Je commençais à me dire qu'il l'avait fait imprimer sur une carte de vœux. JD, dis-je. Je peux te donner un conseil, gratos? Ça ne m'intéresse pas. Dommage. La voilà quand même. Quand une femme mariée vous dit qu'elle vous aime, ce qu'elle veut dire en réalité, c'est qu'elle aime ce que vous lui faites ressentir à propos d'elle-même. Jeune, attirante, désirée. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est son ego qui parle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah bon? Combien de fois a-t-elle mentionné l'idée de quitter son mari avant cette semaine? Pendant tous ces mois de déjeuner, de verres et de messages secrets, combien de fois a-t-elle réellement parlé de construire un avenir avec toi? JD a hésité. Juste une seconde, mais assez longtemps pour que je sache que j'avais touché un point sensible. Elle avait besoin de temps pour y voir clair, a-t-il dit. Ou elle avait besoin d'une excuse pour te faire mariner tout en profitant de l'attention. Ferme-la. Demande-lui ce qu'il s'est passé avec David Kim. La conférence à Portland. Demande-lui pourquoi elle ne t'en a jamais parlé, ai-je dit, ferme-la. JD a essayé de me frapper. Un coup maladroit, prévisible, le genre de coup de poing qui fait bien dans les films, mais qui n'a aucune force. Je me suis écarté et j'ai laissé son élan l'entraîner devant moi. Il a trébuché, s'est rattrapé à l'établi, et s'est retourné, le visage rouge, ses cheveux impeccables en désordre. T'as fini, ai-je demandé. Il est revenu à la charge, cette fois en essayant de me plaquer à la taille. J'ai attrapé ses épaules et j'ai utilisé son propre élan pour le faire pivoter, le repoussant vers la porte de garage ouverte. Il a perdu l'équilibre et s'est assis lourdement sur le béton, l'air choqué et embarrassé. Paul est apparu avec un téléphone à la main. Je dois appeler les flics, ou vous avez fini de jouer, les gars? JD s'est relevé précipitamment, en enlevant la poussière de son pantalon en toile. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, ai-je dit. Rentre chez toi, JD prend une douche. Bois une bière. Réfléchis à tes choix. Et la prochaine fois que tu décides de frapper quelqu'un, assure-toi de savoir comment donner un coup de poing. Il s'est dirigé vers sa BMW, se déplaçant comme un homme qui venait de découvrir une vérité désagréable sur lui-même. Le moteur a démarré avec un ronronnement qui sonnait cher et creux. Paul l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi avec un sourire. C'était instructif. Pour qui? Pour vous deux? Je crois qu'il a appris qu'il ne sait pas se battre. Et toi, tu as appris qu'il a le menton fragile. Je le savais déjà. Quiconque couche avec des femmes mariées et appelle ça de l'amour a le menton fragile. Nous avons repris le travail sur les freins, mais mon esprit était ailleurs. La visite de JD avait confirmé quelque chose que je soupçonnais. Lana était déjà en train de planifier son départ. Déposer une demande de divorce. D'après lui, c'était très bien. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point ils étaient tous prévisibles. JD, Megan, Lana elle-même. Ils vivaient leur drame comme des acteurs suivant un scénario, en enchaînant les clichés, en faisant tous les choix évidents. Ça allait faciliter la prochaine phase. Mon téléphone a vibré vers 4 heures. Un SMS de Lana, JD m'a raconté ce qui s'est passé à ton garage. Il faut qu'on parle. J'arrive. J'ai montré le message à Paul. Le spectacle va commencer. Tu veux que je reste? Non. Cette fois, je gère ça seul. Paul a rassemblé ses outils et s'est dirigé vers la porte. Appelle si t'as besoin de renfort.
pas de problème. Lana est arrivée 20 minutes plus tard, au volant d'une voiture de location. Elle s'est garée à côté du garage et est restée assise derrière le volant pendant une bonne minute avant de sortir. Quand elle est finalement apparue, elle avait l'air fatiguée et plus vieille que ses 34 ans. « Salut, Ethan. » Lana. Elle a jeté un coup d'œil autour du garage, en observant le chaos familier des outils, des pièces et des projets à moitié terminés. J'ai toujours détesté cet endroit. Je sais. Tout ce bruit, cette graisse et cette ambiance masculine. On dirait un clubhouse pour gamins qui n'ont jamais grandi. C'est ça que tu voulais me dire? Que tu détestes mon garage? Je voulais te dire que je dépose une demande de divorce. J'ai acquiescé. JD l'a mentionné. Félicitations. Ne sois pas sarcastique. Je ne le suis pas. Je pense que c'est une bonne idée. On aurait dû le faire il y a des années. Ça l'a prise au dépourvu. Elle s'était clairement préparée à de la colère, de la défensive, peut-être même à des supplications. Elle ne s'était pas préparée à un accord. Tu crois? Absolument. On est incompatibles, Lana. On l'a toujours été. Tu veux de l'excitation, de l'aventure, de la passion. Moi, je veux de l'honnêteté, de la loyauté, de la stabilité, c'est le jour et la nuit. Alors pourquoi tu rends les choses si difficiles? Est-ce que c'est le cas? Je pensais rendre les choses faciles. Tu veux sortir du mariage. JD veut être dans ton lit. Tout le monde y trouve son compte. Arrête de parler de lui comme ça. Comme quoi? Comme si c'était une sorte de prédateur? JD est un homme bien. Si tu le dis. Il l'est. Il a du succès, de l'ambition, de la considération. Il écoute quand je parle. Il se souvient des choses qui sont importantes pour moi. Il me fait me sentir spécial. Ça a l'air parfait. Tu devrais l'épouser. Peut-être que je le ferai. Tant mieux pour toi. Nous nous sommes regardés à travers le garage. Je pouvais sentir sa frustration monter. L'irritation de quelqu'un qui n'obtenait pas la réaction qu'elle attendait. Tu ne vas pas te battre pour moi, a-t-elle finalement demandé. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est mariés. Parce qu'on a un passé ensemble. Parce qu'on a construit une vie ensemble. On a construit une maison ensemble. La vie est différente. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi froid dans une situation pareille. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier et me suis adossé à l'établi. Lana, à quoi t'attendais-tu exactement? Que je tombe à genoux et te supplie de rester? Que je promette de changer? D'être plus excitant? De devenir quelqu'un que je ne suis pas? Je m'attendais à ce que tu t'en soucies. Je m'en soucie. Je m'en soucie assez pour te laisser partir. Ce n'est pas ça, s'en soucier. C'est baisser les bras. Non, ai-je dit. Baisser les bras, ça aurait été faire comme si je ne savais rien pour JD, te laisser continuer cette liaison en me mentant droit dans les yeux, en détruisant lentement ce qui restait de notre mariage. Là, c'est de l'honnêteté. Les yeux de Lana se sont remplis de larmes. Des vrais, autant que je puisse en juger. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Je ne sais pas différemment. Plus romantique? J'ai failli rire à nouveau. Tu voulais du romantisme dans un divorce? Moi, je voulais que tu t'en soucies assez pour te battre pour moi, même si on savait tous les deux que c'était fini. Ce n'est pas du romantisme, Lana. C'est du théâtre. Elle a essuyé ses yeux du revers de la main, étalant légèrement son maquillage. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Toi non plus, tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Les gens changent. Parfois, ils s'éloignent. Parfois, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais vraiment été ensemble. C'est tout? 12 ans et tu vas juste me laisser partir? Je ne te laisse rien faire. Tu as déjà fait ton choix. Je vais juste ne pas me mettre en travers de ton chemin. Lana a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait enfin quelque chose qui la tracassait. Les serrures de la maison seront changées une fois que le divorce sera prononcé et qu'on aura réglé le partage des biens. Mes affaires sont entreposées. Box 47 chez Coastal Storage sur Arbor Road. J'ai payé 3 mois d'avance. Tu as emballé mes affaires? Ça me semblait le plus pratique. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment.
Je ne savais pas que tu pouvais être aussi cruel. Ce n'est pas de la cruauté, Lana. La cruauté, ce serait de te laisser vivre avec tes choix et de faire comme si tout allait bien. La cruauté, ce serait de faire traîner les choses, de rendre tout le monde malheureux pendant des mois pendant qu'on se bat pour la moindre petite chose. Peut-être que je veux me battre. Alors bats-toi avec ton avocat. J'ai déjà appelé le mien. Ça a semblé lui couper l'herbe sous le pied. Elle s'est affaissée contre sa voiture de location, l'air complètement perdu. Où suis-je censé aller ce soir? Ça, c'est entre toi et JD. Il vit en colocation. Il n'y a pas d'intimité là-bas. Le motel 6 est propre et pas cher. Où il y a ce nouveau bed and breakfast sur Maple Street si tu veux quelque chose de plus chic. Tu t'en fiches vraiment, n'est-ce pas? J'y ai pensé. Est-ce que je tenais à Lana? À notre mariage? À la vie qu'on avait construite? Je tiens à ce que tu sois heureuse, ai-je dit. Je tiens à ce que tu trouves ce que tu cherches, même si ce n'est pas avec moi. Mais je ne veux plus gérer tes émotions ou résoudre tes problèmes. Ce n'est plus mon rôle maintenant. Lana est remontée dans sa voiture de location sans dire un mot de plus. Elle a démarré le moteur et est restée assise là pendant une seconde, peut-être en espérant que je change d'avis, peut-être juste en réfléchissant. Puis elle est partie en voiture, me laissant seul dans mon garage avec l'odeur de l'huile de moteur et le bruit des vagues qui frappaient le port. Phase 2 terminée. Les jours suivants ont été calmes. J'ai travaillé sur des voitures, j'ai dîné avec Paul chez Murphy S, j'ai regardé les Red Sox perdre contre les Yankees en 11 manches. La vie normale, sans le drame du mariage. Lana, d'après les sources de Paul, avait pris une chambre à l'Ocean View sur Arbor Road. JD y passait la plupart de ses nuits, ce qui causait des problèmes avec ses colocataires. Megan avait fait remorquer sa voiture à Portland, où un mécanicien lui avait annoncé $3000 de réparation. Tout se déroulait comme prévu. Puis, le vendredi après-midi, Karen s'est présentée à mon garage. Karen était la patronne de Lana chez Teshflow Solutions, une femme d'une 50aine d'années qui avait fait carrière en étant plus intelligente et plus coriace que tout le monde. Elle conduisait une Mercedes noire et portait des tailleurs qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je l'avais rencontrée quelques fois lors de soirées d'entreprise à l'époque où Lana et moi faisions encore semblant d'être heureux. Karen avait toujours l'air de quelqu'un qui ne supportait pas les conneries et qui voyait clair dans le jeu des gens. Monsieur Roark. Elle est entrée dans mon garage comme si elle possédait les lieux. J'espère que ça ne vous dérange pas que je passe. Pas du tout. Que puis-je faire pour vous? J'ai entendu dire que vous divorciez. Les nouvelles vont vite dans une petite ville, surtout quand ça implique 2 de mes employés. J'ai posé la clé à Douy et lui ai accordé toute mon attention. 2. Lana et Josh. Ils semblent penser que leurs problèmes personnels n'affecteront pas leur travail. Et vous n'êtes pas d'accord? Je sais que ça l'affectera. Ça le fait toujours. Les liaisons au bureau sont pénibles même quand tout va bien. Les liaisons au bureau avec tromperie et humiliation publique sont un désastre. On dirait un problème de gestion. Karen a souri. Ce n'était pas amical. C'en est un. C'est pourquoi je suis là. Je ne vois pas comment je peux vous aider. Vous pouvez m'aider en me donnant des informations. Je crois comprendre que vous avez des preuves de leur relation. Des photos, des messages, ce genre de choses. Je les regardais. Karen ne donnait pas l'impression d'être venue juste pour papoter. Elle était là avec un but précis. Quel genre de preuves? Celles qui seraient utiles lors d'une audience de licenciement. Ok, j'ai compris. Karen voulait des preuves qu'elle pourrait utiliser pour virer l'un ou l'autre. Probablement les deux, si elle était maligne. Les liaisons au bureau, c'était un procès qui ne demandait qu'à arriver, surtout s'il y avait des accusations de harcèlement. Pourquoi voudriez-vous les virer? Parce que ce sont 2 abrutis qui réfléchissent avec leur entrejambe au lieu de leur cerveau, et je ne peux pas me permettre ce genre de risque. Je devais respecter son honnêteté. Qui avez-vous le plus envie de virer? Josh, surtout. Il est remplaçable. Lana en sait trop sur l'entreprise pour qu'on se débarrasse d'elle comme ça. Josh, c'était juste un vendeur de plus, avec un melon gros comme ça. Et si je n'ai pas de preuves, je trouverai un autre moyen. Mais ce serait plus facile comme ça. J'y ai réfléchi. JD me les brisait menu depuis le début de cette histoire. Il avait couché avec ma femme, m'avait menacé, avait essayé de se battre avec moi dans mon propre garage.
Le faire virer serait une vengeance parfaite. Mais, le faire virer l'éloignerait aussi de Lana, ce qui pourrait arranger leur relation. La souffrance, ça peut être romantique, quand le timing est bon. J'ai peut-être des photos, ai-je dit. Rien de trop fou, mais assez pour montrer ce qui se passe. Ce serait suffisant. Qu'est-ce que j'y gagne? La joie de voir Josh Dalton remballer ses affaires. Pas suffisant. Karen a haussé un sourcil. Qu'est-ce que vous voulez? Des informations. Je veux des informations sur le rendement de Lana, son avenir dans l'entreprise, les problèmes qu'elle a eus. Pourquoi? Des histoires de divorce. Plus je sais combien elle pourrait gagner, mieux je pourrais me protéger. Karen a réfléchi. C'est juste. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Les évaluations de performance, le salaire, les plaintes, les rumeurs sur d'autres relations. D'autres relations? Vous avez dit que les romances au bureau, c'était toujours un problème. Ce n'est pas la première fois pour Josh, n'est-ce pas? Karen a souri. Non, ce n'est pas la première fois. 20 minutes plus tard, j'en savais beaucoup plus sur le travail de ma femme. Il s'avérait que Lana avait un faible pour les relations avec des mecs au boulot, généralement plus jeunes. Josh était le 3e en 2 ans. D'autres femmes s'étaient plaintes de son favoritisme et de son comportement inapproprié. Rien qui justifie de vrais ennuis, mais assez pour créer un climat de malaise au travail. Karen attendait une raison d'intervenir. Mes photos allaient lui donner cette raison. Encore une chose, a dit Karen, se préparant à partir. J'ai entendu dire que Lana comptait déménager à Portland. C'est vrai? Elle a demandé à être mutée au bureau de Portland. Ça a été refusé. Pourquoi? Parce que le bureau de Portland ferme. On rapatrie tout à Millfield. Quand? Le mois prochain. Donc si Lana déménage à Portland, elle se retrouvera sans emploi. Elle est au courant. Pas encore. L'annonce ne sera faite que la semaine prochaine. J'ai regardé Karen s'éloigner dans sa Mercedes, en pensant à ce qui allait se passer ensuite. Lana prévoyait de quitter Millfield, de déménager à Portland, de commencer une nouvelle vie avec JD. Elle pensait probablement qu'elle pourrait juste faire muter son emploi, conserver son salaire, tout avoir. Au lieu de ça, elle allait apprendre que fuir ses problèmes ne les résolvait pas. Ça en crée juste de nouveau. La phase 3 allait commencer. Le week-end, c'était le festival annuel du port de Millfield, un attrape-touriste avec des stands d'artisanat, de la musique live et assez de friture pour tuer une baleine. Toute la ville était là, plus des touristes venus de Portland et de Boston à la recherche de cette ambiance New England pittoresque. D'habitude, je zappais le festival. Trop de monde, trop de bruit, trop de faux bonheur. Mais cette année, c'était différent. Cette année, j'avais une raison d'y aller. JD et Lana étaient là, se promenant comme un vrai couple, se tenant la main et prenant des selfies. On dirait qu'ils avaient décidé d'officialiser, advienne que pourra. Ils avaient l'air heureux, jeunes et insouciants, totalement inconscients de la tempête qui s'annonçait. J'ai trouvé Paul qui s'affairait au stand de bière, servant de la Sam Adams aux touristes et des sandwichs au homard aux locaux. Du monde, aujourd'hui, ai-je dit. C'est le plus gros jour. Tu vois ces tourtereaux? Difficile de les rater. Ils font tout un spectacle. Romantique à souhait. J'ai besoin d'un autre service. Paul a souri. Quel genre de service? Je lui ai expliqué. Paul a écouté, a posé quelques questions, puis a acquiescé. Quand? Pendant la pause du groupe. Public maximal, impact maximal. T'es sûr de ça? Complètement. Ça va les briser, tu sais. C'est le but. Le groupe était un groupe local appelé Tidal Wave. 4 types dans la quarantaine qui jouaient des reprises de rock classique avec plus d'énergie que de talent. Ils étaient les têtes d'affiche du festival depuis 3 ans, surtout parce qu'ils n'étaient pas chers et qu'ils savaient comment faire chanter la foule. Pendant leur pause, les organisateurs du festival faisaient généralement des annonces sur les événements, remerciaient les sponsors, ce genre de choses. Cette année, ils avaient organisé une présentation spéciale. Billy Thompson, tiré à 4 épingles et visiblement nerveux, s'avança vers le micro avec un grand panneau. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix un peu cassée, nous tenons à remercier tout le monde d'être venu au Festival du Port.
Et nous tenons tout particulièrement à remercier Josh Dalton et Lana Rourke de nous avoir montré ce qu'est le véritable amour. La foule murmura, cherchant à les repérer. JD et Lana se tenaient près des food trucks, bien en vue pour tout le monde. Billy brandit le panneau. C'était un collage de photos de leur voyage à Miami, agrandi et disposé en forme de cœur. Des photos de la plage, du restaurant, de la chambre d'hôtel. Rien de trop explicite, mais suffisamment intime pour raconter l'histoire. Josh et Lana ont passé la semaine dernière à Miami pour apprendre à mieux se connaître, lut Billy en suivant un script. Ils veulent que tout le monde sache que leur amour est plus fort que les vœux du mariage, plus fort que l'engagement, plus fort que l'honnêteté. Le silence se fit dans la foule. Même les mouettes se turent. Alors applaudissons-les d'avoir suivi leur cœur, même si cela impliquait d'en briser un autre. Quelques personnes applaudirent timidement. D'autres se contentèrent de fixer. La plupart restèrent là, sous le choc, essayant d'assimiler l'information. JD et Lana étaient figés près des food trucks, le visage blême de honte et de stupeur. Les gens commencèrent à pointer du doigt et à chuchoter. Billy rendit le micro à l'organisateur du festival et s'éloigna, laissant le panneau appuyé contre la scène. Le groupe avait l'air perplexe, mais ils commencèrent à installer leur matériel pour le prochain set. Le mal était fait. De l'autre côté du parc du port, je les observais, JD et Lana, essayant de comprendre ce qu'ils allaient faire. Ils pouvaient s'enfuir, ce qui les ferait passer pour coupables. Ils pouvaient rester et essayer de faire comme si de rien n'était, ce qui ne marcherait pas. Ou ils pouvaient s'en prendre à moi, ce qui ne ferait qu'empirer les choses. Ils optèrent pour la troisième option. Ethan. La voix de Lana résonna dans le parc. Ethan Roark. Les gens se retournèrent alors qu'elle marchait vers moi d'un pas décidé, le visage rouge de colère et de confusion. JD suivait, avec l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Espèce d'enfoiré, lâcha Lana en arrivant à ma hauteur. Comment as-tu pu faire ça? Faire quoi? Ne fais pas l'innocent. Cette présentation, ces photos. Tu essaies de nous humilier. Je n'essaie rien. Je suis en train d'y arriver. C'est du harcèlement. C'est la vérité. Ça ne te plaît pas? Peut-être aurais-tu dû y penser avant de décider d'étaler votre liaison sur les réseaux sociaux. JD fit un pas en avant. Tu as fait ton numéro, Ethan. Ça suffit. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que vous êtes toujours ensemble, que vous continuez à jouer à la famille, que vous continuez à prétendre que ce que vous avez fait est romantique et non égoïste. Ce qu'on a fait ne te regarde plus, rétorqua Lana. Si, en fait. Tu es toujours ma femme, techniquement, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ton comportement a des répercussions sur moi, et je n'apprécie pas qu'on me fasse passer pour une idiote. Alors tu as décidé de nous faire passer pour des idiots à la place. Vous vous êtes débrouillés tout seul. Je venais de leur remettre les papiers. À présent, la moitié du public du festival nous regardait nous disputer, les téléphones à la main. Dans une heure, tout ça serait sur les réseaux sociaux. Tu es pathétique, lança Lana. Un petit homme pathétique qui n'arrive pas à accepter que sa femme ait trouvé quelqu'un de mieux. Mieux? Je regardais JD. Vraiment? Un type qui couche avec des femmes mariées et appelle ça de l'amour? Un type qui frappe comme une fillette de 12 ans. Un type qui est sur le point d'être au chômage. Le visage de JD devint livide. De quoi tu parles? Demande à ton patron lundi si tu as encore un travail. Lundi, espèce d'enfoiré. JD commença à s'avancer vers moi, mais s'arrêta en voyant le nombre de personnes qui le regardaient. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Je vais te poursuivre. Pourquoi faire? Pour avoir dit la vérité? Lana attrapa le bras de JD. Allez, on s'en va. Ils s'éloignèrent rapidement, se frayant un chemin à travers la foule en direction du parking. Derrière eux, les gens sortaient déjà leur téléphone, postaient des photos du panneau, propageant l'histoire partout. Paul apparut à mes côtés avec 2 bières. Eh bien, c'était dramatique. Ce n'est que le début. Et après? Maintenant, on attend. On les laisse mijoter un peu. On regarde ce qu'ils font. Et ensuite? Ensuite, on en finit. Lundi matin apporta la nouvelle que j'attendais. JD était viré, avec effet immédiat. Karen avait utilisé les photos que je lui avais données, ainsi qu'un tas de plaintes des femmes au travail,
pour constituer un dossier solide pour le renvoyer. Lana n'a pas été renvoyée, mais elle a été mise à l'épreuve et mutée dans un autre service. Plus de RH. Plus d'accès au dossier. Plus de direction à donner aux autres. Ils ont annoncé la fermeture du bureau de Portland le même jour. Les employés pouvaient déménager à Boston ou rester à Millfield. Pas d'option Portland. Mardi, JD rangeait ses affaires, se préparant à quitter la ville. Ses colocataires lui ont dit de déménager, en partie à cause de tout le remue-ménage et en partie parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer le loyer. Le mercredi, Lana était seule à l'Ocean Viewing. Le jeudi, ils se disputaient en public. Je déjeunais chez Rosie's Dîner quand ils ont eu leur règlement de compte final. Le dîner était en face du parc, avec de grandes baies vitrées qui donnaient directement sur le kiosque où les gens se mariaient parfois. JD et Lana étaient debout près du kiosque, en train de se disputer comme des chiffonniers. Même à travers la vitre, je voyais bien qu'ils étaient tous les deux furax. Orage en perspective, a dit Joe en lait, qui mangeait un fish and chips au comptoir. On dirait bien, ai-je répondu. Je ne suis pas surpris. Ce mec n'a jamais eu beaucoup de poigne. À travers la fenêtre, je regardais JD gesticuler comme un dingue pendant que Lana restait là, les bras croisés. Elle secouait la tête, l'air dégoûté. Il la suppliait, l'air désespéré. Puis Lana s'est retournée et s'est éloignée. JD l'a suivie de quelques pas, en l'appelant par son nom, mais elle ne s'est pas retournée. Elle est montée dans sa voiture de location et est partie en trombe, le laissant planté là, tout seul. C'est fini, alors, a dit Joe. On dirait. JD a quitté la ville le vendredi. Je l'ai appris par Paul, qui l'a appris par Billy Thompson, qui a vu JD charger des cartons dans sa BMW derrière les appartements. Bon débarras, a dit Paul. Ce type n'était qu'un fauteur de troubles. Et Lana? Toujours à l'hôtel? Autant que je sache. Elle a l'air complètement déprimée, selon Sarah, qui travaille à la réception. Tu as de la peine pour elle? J'y ai réfléchi. Avais-je de la peine pour Lana? Elle avait perdu son petit ami, son travail, ses amis, sa réputation. Elle était seule dans une petite ville où tout le monde connaissait sa vie, coincée dans une chambre de motel, essayant de comprendre ce qu'elle allait faire ensuite. Non, ai-je finalement répondu. Je n'ai pas de peine pour elle. Cruel, mais vrai. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle assume. Et si elle veut rentrer à la maison? Rentrer pour quoi faire? Le mariage est fini, Paul. Ça fait des mois, peut-être des années. Toute cette histoire ne nous a fait que l'admettre. Et si elle s'excuse, qu'elle implore le pardon. Alors je lui souhaiterai bonne chance et j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche ailleurs. Paul a acquiescé. Tu as changé, tu sais. Depuis que tout ça a commencé. Comment ça? Tu es plus dur. Plus calculateur. Peut-être que j'ai juste arrêté de faire semblant qu'être gentil avec les gens qui te traitent mal est une vertu. Peut-être. Ou peut-être que tu as appris que la vengeance a meilleur goût que tu ne le pensais. J'y ai réfléchi. La vengeance avait-elle bon goût? La satisfaction de voir JD se faire virer? De voir la vie parfaite de Lana s'effondrer? De savoir que leur liaison leur avait coûté tout ce qu'ils pensaient vouloir? Ça n'a aucun goût, ai-je dit. C'est juste une question d'équilibre. Samedi, c'était l'acte final. Lana s'est pointée au garage à l'heure de la fermeture, l'air fatigué et abattu. Elle avait maigri et avait des cernes sous les yeux. Salut, Ethan. Lana. On peut parler? On est en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. De nous. De ce qui s'est passé. De ce qui va arriver. J'ai fini de me nettoyer les mains et j'ai raccroché ma chemise. De quoi il y a à parler? J'ai fait une erreur. Une erreur terrible, stupide. Mais c'est fini maintenant. JD est parti. Je suis seul, et je te demande une autre chance. Pour faire quoi? Pour réparer notre mariage. Pour remettre les choses au clair entre nous. Je l'ai regardée longuement. Elle était belle, même fatiguée et désespérée. On a eu de bons moments, surtout au début. Il y a eu de l'amour autrefois. Peut-être qu'il y en a encore, enfoui sous toute la colère et les mensonges. Lana, ai-je dit doucement, tu sais pourquoi notre mariage a échoué? Parce que j'étais égoïste.
Parce que je voulais de l'excitation et de l'aventure et que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Non. Il a échoué parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. On veut des choses différentes de la vie, et on l'a toujours voulu. Toi, tu veux la passion, le grand jeu, tout le tralala. Moi, je veux la paix, l'honnêteté, une vie tranquille. Aucun de nous n'a tort, mais on ne peut tout simplement pas s'offrir mutuellement ce dont on a besoin. On pourrait essayer. On a essayé. Pendant 12 ans. Ça n'a pas marché. Les choses pourraient être différentes maintenant. Comment? J'ai appris de mes erreurs. Je sais ce que j'ai failli perdre. Qu'est-ce que tu as failli perdre? Toi. Notre vie. Notre maison. Lana, tu n'as pas failli perdre ces choses. Tu les as perdues. À la seconde où tu as décidé d'avoir une liaison, tu as tout jeté par la fenêtre. Tout ce qui s'est passé après n'était que les retombées. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Alors, c'est ça? 12 ans et tu ne veux même pas essayer de sauver notre mariage? Je ne peux pas sauver quelque chose qui est déjà brisé. Ce n'était pas brisé. On avait des problèmes. Tous les mariages ont des problèmes. Ouais, mais tous les mariages n'ont pas de liaison. Une seule erreur ne doit pas tout gâcher. Ce n'était pas une seule erreur, Lana. C'était une série de choix. Tu as choisi de te mettre avec JD, tu as choisi de me mentir à ce sujet, tu as choisi de planifier un voyage à Miami avec lui. Tu as bloqué mes appels, tu m'as dit que je n'avais pas besoin de savoir ce qui se passait à chaque étape. Tu as eu des occasions de t'arrêter, d'être honnête. De nous sauver. Tu ne l'as pas fait. J'étais perdue. J'étais malheureuse. Alors, t'aurais dû m'en parler. Ou aller voir un psy. Ou demander une séparation. Au lieu de ça, tu as trompé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est arrivé. Maintenant, on doit tous vivre avec. Lana s'essuya les yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ce que tu veux. T'es une femme libre. Ou tu le seras. Une fois le divorce prononcé, tu pourras rester à Millfield, déménager à Portland, reprendre tes études, te lancer dans une nouvelle carrière. Le monde t'appartient. Je n'ai pas les moyens d'aller à Portland. Pas sans la mutation. Alors reste ici. Trouve un nouvel emploi. Reconstruis ta vie. Fais-toi de nouveaux amis. Tout le monde en ville sait ce que j'ai fait. Ils me regardent comme si j'étais une bête curieuse. Ça s'estompera. Les petites villes oublient tout, sauf les potins juteux. Combien de temps? 1 an. Peut-être 2. Ça dépendra si quelqu'un d'autre fait quelque chose de plus intéressant. Lana a ri, mais c'était un rire amer. 2 ans à être la traînée de service. C'est ça qui m'attend. T'es pas une traînée, Lana. T'es juste quelqu'un qui a fait de mauvais choix et qui s'est fait prendre. Ça arrive à tout le monde, tôt ou tard. Pas à toi. Non. Pas à moi. On est resté là 1 minute, à écouter les vagues qui frappaient le port. Au loin, un bateau hurlait dans la brume pour prévenir les autres des rochers. Je suis désolé, a fini par dire Lana. Pour tout. L'histoire, les mensonges, t'avoir fait du mal. Je suis vraiment désolé. Je sais. Tu me pardonnes? J'y ai réfléchi. Est-ce que je lui pardonnais? Le pardon, c'était compliqué. Lâcher la colère, abandonner les fantasmes de vengeance, choisir la paix plutôt que de rendre l'appareil. Je te pardonne, j'ai dit. Mais pardonner, ça ne veut pas dire qu'on peut revenir comme avant. Pourquoi pas? Parce que la confiance, une fois qu'elle est brisée, ne peut pas être réparée. Elle peut être remplacée. Mais ça demande du temps, du travail et de l'engagement de nous deux. Et honnêtement, Lana, je ne crois pas que ni l'un ni l'autre ait envie de fournir cet effort. Moi, si. Non, tu n'en as pas envie. Tu veux revenir à la situation d'avant que tu te fasses prendre. Ce n'est pas la même chose. Lana m'a fixé longuement. Puis elle a acquiescé, comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle avait combattu. Les papiers du divorce sont déposés. On peut faire ça à l'amiable ou se déchirer, mais ça se fera dans tous les cas. À l'amiable? On partage tout équitablement. On se sépare proprement. On essaie de rester civilisé pour le bien des gens qui nous aiment. Et se déchirer?
des avocats, des batailles juridiques, des documents publics sur ton aventure. Beaucoup d'argent et de crasse pour tout le monde. On dirait une menace. Ce n'est pas une menace. C'est un choix. Ton choix. Lana a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Tu sais ce qui est drôle, a-t-elle dit. J'ai vraiment cru que JD m'aimait. Jusqu'à la fin. Je pensais vraiment qu'il se battrait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand les choses se sont corsées? Quand son boulot était en jeu et que les gens ont commencé à jaser. Il s'est barré. Il n'a même pas dit au revoir comme il faut. Il a juste fait ses valises et a quitté la ville comme un lâche. Je suis désolé. Tu le es? Moi, je suis désolé que tu aies été blessé. Je ne suis pas désolé qu'il soit parti. Lana a hoché la tête. J'imagine que je l'ai mérité. Personne ne mérite d'être blessé, Lana. Mais tout le monde mérite l'honnêteté. Tu as choisi l'excitation plutôt que l'honnêteté, et c'est là que ça t'a mené. Et toi, tu as choisi la vengeance plutôt que le pardon. J'ai choisi les conséquences plutôt que l'excuse. Il y a une différence. Vraiment? Demande-moi dans un an si tu es plus heureux maintenant qu'il y a 6 mois. Là, oui, il y aura une différence. Lana est partie sans dire un mot de plus. Je l'ai regardé par la fenêtre monter dans sa voiture de location et s'éloigner, probablement pour retourner à l'Ocean View Inn, probablement pour une autre nuit de room service et de télé câblée, à se demander comment sa vie avait pu partir en vrille à ce point. J'ai fermé le garage à clé et je suis rentré chez moi, dans ma maison vide. C'était différent maintenant. Pas seul, exactement, mais paisible, calme, sans cette tension qui s'était accumulée pendant des mois. Je me suis préparé à dîner, j'ai regardé les Red Sox battre les Orioles, et je me suis couché tôt. Dimanche demain, ce qui voulait dire grasse matinée, lire le journal, peut-être faire un tour en voiture le long de la côte. Une vie normale. Une vie honnête. Ma vie. 3 mois plus tard, le divorce était prononcé. Lana avait choisi la voie facile, acceptant un accord qui lui donnait la moitié de la valeur de la maison et une petite pension mensuelle pendant 2 ans. Elle avait trouvé un emploi dans une agence immobilière à Portland et avait loué un petit appartement près du front de mer. On se revoyait de temps en temps quand elle revenait à Millfield pour régler des affaires juridiques ou rendre visite à de vieux amis. Les conversations étaient polies, distantes comme entre des gens qui avaient été proches. JD, lui, n'est jamais revenu. On disait qu'il avait déménagé en Floride et qu'il travaillait pour une société de logiciels. Megan avait une nouvelle meilleure amie et parlait à peine de Lana. Tout ça s'est simplement effacé, remplacé par de nouveaux potins. J'ai continué à travailler au garage, à réparer des voitures, à écouter les problèmes des gens. Paul a continué à servir des bières au Murphy S, à tendre le bar, à écouter des histoires. La vie à Millfield a continué comme toujours. La maison d'Elm Street est restée vide après le divorce. J'avais pensé à vendre, mais le marché était lent, et je n'étais pas pressé. Finalement, j'ai commencé à retaper la maison. Nouvelle peinture, cuisine modernisée, salle de bain, de quoi m'occuper. Un soir de décembre, j'étais en train de bricoler la plomberie quand mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait « Salut, Ethan. Ici Sarah de l'auberge. Je sais que c'est bizarre, mais ça te dirait qu'on prenne un café un de ces jours ?» Sarah Chen travaillait à l'Ocean View Inn. Je l'avais déjà croisée, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Genre discrète, studieuse. Observait tout, disait peu. J'y ai réfléchi. Un café, ce n'était pas la mort. Un café, c'était franc. Pourquoi pas, j'ai répondu par texto. Quand? Demain. Chez Murphy. Vers 10 heures. À demain. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Sarah chez Murphy. Elle était déjà là, à une table dans un coin, un livre, un café. Elle avait l'air nerveuse, mais déterminée. « Merci d'être venue, a-t-elle dit. Merci de m'avoir invité. On a parlé pendant 1 heure. De livres, de Millfield, des difficultés de gérer un commerce dans une ville touristique. Elle était intelligente, drôle et vraiment directe. Pas de jeu, pas de cinéma. En la raccompagnant à l'auberge, elle s'est arrêtée devant l'entrée. « Je devrais peut-être te dire, a-t-elle dit, que je travaillais à la réception quand Lana est venue ici.
J'ai vu à quel point elle était malheureuse, à quel point elle regrettait tout. J'ai eu de la peine pour elle. C'est gentil de ta part. Mais j'ai aussi vu comment tu as géré ça. Comment tu n'as pas craqué. Comment tu as juste laissé la vérité éclater. La vérité finit toujours par éclater. Oui. Et je voulais que tu le saches. Je respecte ça. Je te respecte. On a pris un café la semaine suivante, puis la semaine d'après. Au printemps, on dînait ensemble. L'été, elle passait ses week-ends à la maison sur Elm Street. Sarah n'avait rien de Lana sur les points importants. Lana était théâtrale, Sarah était calme. Lana était exigeante, Sarah était compréhensive. Lana était fourbe, Sarah était honnête. Elle lisait des livres, ne colportait pas de ragots. Elle préparait le dîner, ne commandait pas à emporter. Elle écoutait mes histoires, ne se plaignait pas des siennes. Surtout, elle était honnête sur tout. Pas de jeu, pas de secret, pas de numéro bloqué. C'était ce que je ne savais pas que je cherchais. Un soir à la fin de l'automne, on était sur le porche, à regarder le coucher de soleil. Sarah lisait un polar, et je faisais des mots croisés. Ethan, a-t-elle dit, sans lever les yeux, je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu te sens parfois coupable de ce qui s'est passé avec Lana? J'y ai réfléchi. Question légitime. Je m'étais posé la même question. Non, ai-je fini par dire. Je ne me sens pas coupable que la vérité ait éclaté. Mais je suis triste de la façon dont ça s'est terminé. Triste comment? Triste que 12 ans se soient réduits à des mensonges. Triste qu'elle ait tout gâché pour quelqu'un qui s'en foutait. Triste qu'il ait fallu une chose aussi laide pour nous montrer qui nous étions. Sarah a hoché la tête. Je comprends. Et toi? Tu penses que j'ai été trop dur avec elle? Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Certaines personnes n'apprennent qu'avec les conséquences. Certaines personnes n'apprennent jamais. C'est vrai. Mais ce n'est plus ton problème. Elle avait raison. Ce que Lana avait appris, c'était son affaire. Je lui avais donné la vérité. Elle se débrouillerait. Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil, pensant à une affaire urgente. C'était Lana. J'ai vu l'annonce de tes fiançailles dans le journal de Portland. Félicitations. Sarah a l'air charmante. J'espère que tu es heureux. J'ai montré le texto à Sarah. Elle a souri. Comment elle a su? Petite ville. Les nouvelles voyages. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi. Lana avait tendu la main, elle semblait sincère. Ce serait impoli de ne pas répondre. Merci, j'ai répondu par texto. J'espère que tu es heureuse, toi aussi. Sa réponse a été rapide. J'y arrive. Petit à petit. J'ai rangé le téléphone et repris mes mots croisés. Sarah a repris son livre. Le soleil a continué à se coucher, peignant le ciel en orange et rose. Plus tard, après que Sarah soit rentrée chez elle, dans son appartement au-dessus de la librairie, j'ai descendu jusqu'au port. Le brouillard arrivait, épais, sentant le sel et les algues. Le Murphy's Bar était animé pour un mardi. J'entendais des rires, des gens qui passaient un bon moment. J'ai pensé à entrer, prendre une bière avec Paul, écouter les ragots. Au lieu de ça, j'ai continué à marcher, suivant la route du port jusqu'au phare. Le phare était automatisé, mais il clignotait toujours son avertissement, une lumière constante pour les navires dans l'obscurité. Je suis resté là un moment, à regarder la lumière balayer l'eau, à penser aux choix, aux conséquences et à quel point la vie peut être bizarre. Il y a un an, j'étais marié avec un garage, une maison et ce que je pensais être une vie stable. Il s'avère que je me suis trompé sur la partie stable, mais j'avais raison pour le garage et la maison. Et maintenant? J'avais quelque chose de mieux que stable. J'avais l'honnêteté. Le corps de brume a émis son son grave et triste. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, des navires se dirigeaient prudemment vers un port sûr, suivant les lumières, les signaux et le savoir-faire de générations de marins qui savaient lire les signes. Je me suis retourné et j'ai marché vers la ville, vers ma maison, vers ma vie. Demain, je réparerai des voitures, je déjeunerai avec Sarah et je l'emmènerai peut-être dîner dans ce nouveau restaurant italien sur Arbor Street. Un travail honnête, des relations honnêtes. D'honnêtes perspectives. C'était exactement ce que je cherchais, même sans le savoir.
Derrière moi, le phare continuait d'envoyer son signal d'alarme immuable à qui voulait bien l'entendre. Attention aux rochers. Respectez le brouillard. Ayez confiance dans les lumières qui vous guident vers votre port d'attache. De bons conseils pour les marins. De bons conseils pour tout le monde. 6 mois plus tard, Sarah et moi nous sommes mariés en toute simplicité au centre communautaire de Millfield. Paul était mon témoin, et la sœur de Sarah est montée de Boston pour être à ses côtés. Une 50aine de personnes se sont présentées. Des amis, des voisins, des habitués du garage et de l'auberge. Rien à voir avec mon premier mariage, tout en apparat, avec 300 invités, une réception grandiose et suffisamment de fleurs pour remplir une serre. C'était plus petit, plus simple, plus authentique. Pas de numéro de téléphone bloqué, pas d'arrière-pensée, pas de secret qui ne demande qu'à exploser. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées et qui avaient décidé de construire quelque chose de vrai. Lana a envoyé une carte avec un mot. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Merci de m'avoir montré ce qu'est le véritable amour. J'ai apprécié le geste, mais je n'étais pas sûr qu'elle avait tout à fait compris. Le véritable amour, ce n'était pas seulement l'étincelle et l'excitation. C'était se montrer chaque jour, dire la vérité même quand elle était amère. Choisir le bonheur de son partenaire avant le sien. C'était une confiance qu'on n'avait pas besoin de vérifier sans cesse. Parler sans avoir besoin d'un traducteur et rester même quand les choses se compliquent. Sarah comprenait ça. Elle l'avait vu chez ses parents, mariés depuis 40 ans et se tenant toujours la main dans la rue. La réception avait lieu au Murphy's Bar, que Paul avait décoré avec des guirlandes lumineuses blanches et de petits bouquets de fleurs sauvages. La nourriture était simple. Des lobster rolls, de la chaudrée de palourdes, de la tarte aux myrtilles de chez Rosie's Dîner. Billy Thompson et ses copains jouaient de la guitare acoustique. Au lieu de se lancer dans la danse, Sarah m'a tiré à l'écart. « Tu as des regrets ?» m'a-t-elle demandé. « À propos de quoi ?»« À propos de la façon dont on est arrivé là. À propos de ce qui s'est passé avec Lana. » J'y ai réfléchi. Regrettais-je la douleur et le drame de l'année écoulée? L'humiliation publique, les disputes, la fin chaotique d'un mariage de 12 ans? Aucun regret, ai-je dit. Tout ce qui s'est passé nous a amenés ici. Je ne changerai rien. Même pas les moments difficiles. Surtout pas les moments difficiles. Ils m'ont appris ce que je voulais vraiment. Et c'est quoi? Ça. Toi. Une vie construite sur la vérité au lieu du mensonge. Sarah a souri et m'a embrassé là, sur le champ. Un baiser simple, authentique, qui avait le goût de la tarte aux myrtilles. Et de perspective. Nos amis et voisins ont levé leurs verres. Au nouveau départ. Aux secondes chances. Aux façons étranges et merveilleuses dont la vie récompense parfois la patience et l'honnêteté. Plus tard dans la soirée, une fois que tout le monde était parti et que les décorations étaient enlevées, Sarah et moi étions assis sur le porche de notre maison. Notre maison maintenant, officiellement, et nous regardions le port. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, on vit nos vies, on répare des voitures, on gère l'auberge. Peut-être qu'on fera ce voyage en Irlande dont tu parles depuis si longtemps. Ça me paraît parfait. Ennuyeux, tu veux dire. L'ennui est sous-estimé. J'ai eu assez d'excitation pour durer toute une vie. Moi aussi. Nous sommes restés là, silencieux, à écouter les vagues et les cornes de brume au loin. Demain apporterait de nouvelles choses, de nouveaux problèmes, de nouvelles occasions d'être honnête au lieu de facile. Mais ce soir était parfait. Tel qu'il était. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Ici Josh. Je sais que ça fait longtemps, mais je voulais m'excuser pour tout. Tu avais raison à propos de Lana, et tu avais raison à propos de moi. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. J'ai montré le message à Sarah. Elle l'a lu et a secoué la tête. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi. JD essayait de réparer ses erreurs, ce qui demandait du courage. Il avait été jeune et stupide et en avait payé le prix. Peut-être qu'il avait appris quelque chose. Peut-être demain, ai-je dit. Ce soir, c'est pour nous. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé mon bras autour de ma femme. Au-dessus de nous, les étoiles brillaient de mille feux dans le ciel froid du Maine. Quelque part dans l'obscurité, des navires trouvaient leur chemin vers le port en toute sécurité, suivant les lumières, les signaux et le savoir durement acquis de ceux qui les avaient précédés.
C'était une bonne nuit pour être à la maison. 59 på ham her. Heller ikke hjemme. Nå ja, det er også rigtigt. Det bliver jeg også med at glemme. Uns. Må du sgu gerne, Jonas, også låne den. Ved du hvad, jeg har en bedre idé, Nana. Jeg synes, du selv skal bruge den. Er der nogen, der ved, hvordan fuck jeg får skjult fra de her gutter? Eller shoots, eller hvad fanden det hedder. Dræber den, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er et eller andet med sådan... Jeg kan ikke huske det. Bust den. Jamen, jeg føler, der er 2 måder at gøre det på. Slå den med en pind. Man skal ikke dræbe den. Nej, det føler jeg heller ikke. Eller det skal man ikke, men... Du ved. Men hvordan laver jeg en bust? Hvad er det, man skal bruge? Er det... Hvordan er det hø? Og et eller andet, eller hvad? Nå, det er fjer. Skal til fys i morgen. Skal du allerede op og bruge benet igen? Ej. Jeg var altså lidt at gå over og hente nogle blocks og så lave en bro. Det tror jeg altså lige, vi gør. Jeg nægter simpelthen at tage... Ej, ved du hvad? Fuck det. Vi tager bare lige den her med. Mod span button. Jeg må hellere være lidt praktisk, inden jeg skal møde på Jobbies igen senere. Nå, det er da i orden, så. Skulle lave øvelse videre lidt dagen efter. Fy for helvede. Og god fornøjelse, Nana. Hvorfor er det, han er på vej tilbage? Vil lige prøve noget. Og hvad er det? Ej, stop. Jeg er sgu ikke god til heste, kan jeg mærke. Jeg er også dødeligt allergisk, men altså, hey. Kom nu, mate, altså. Mate. Deleted block term. Det gjorde jeg ikke, men det burde jeg have gjort. Nå, jeg ser. Ret sikker på stream elements. Alt er 4, så svømmer den op. Ja, okay, nice. Det skulle da også sygt nok dagen efter en operation, og så sige, lav nogle øvelser. Det er sgu koldt. Godt, så har vi 2 heste. Så vi skal breed nogle hunde. Hvordan gør man det? Det gør man vel med steaks garanteret, right? Nu spiser jeg lige den her, så jeg har gjort det. Nice, mand. By the way, jeg vil lige ind og kigge i min logs på et tidspunkt, sådan, for at se, hvor mange af dem, der er blevet bandet. Gider du whitelist mig? Mate. To sek. Jeg kan ikke engang ringe til ham. Jeg ville have ringet til Kasper, men det kan jeg ikke engang. Hvad så, Martin Hammann? More like Martin Dickman. What? What? Hvis jeg kunne whiteliste Sepp, så havde jeg jo gjort det. VIP ham. Oh shit. Martin Dickman, som spermer i en spand ude på en strand med masser af sand. Ja, hvad så? Er det stadig godt brølt, eller hvad? Smil. Er det stadig det? Det er sgu crazy. Der er en ny TikTok ude nu. Shit, har ikke engang sagt noget. Lad os kigge på den nye TikTok lige, inden vi fortsætter. Mute det her Rickroll. Magnus med Unilegenet. Ja, tak. Udstand Aula. Det er sgu bare en gammel, er i gang med ny. Nå, er den gammel? Der står der 9 minutter siden. Hvor er det? Skelet! Nej! Ikke skelettet. Det er lort. Kan du overhovedet ramme spanden, han snakker om? Jeg har ikke flere kommentarer på mit sperm lige nu. I det her moment. Det har jeg altså ikke. Ikke lige nu, i hvert fald. Jamen, Sepp.
Okay. Kasper.